L'esprit d'un écrivain est finalement comme une maison. On peut imaginer que le grenier, c'est son cerveau et tout ce qu'il y a à la cave, c'est ce qu'on n'a pas trop envie de voir, mais il faut quand même ouvrir ses portes parce que c'est les portes secrètes qui ouvrent à l'inspiration. Je ne vais pas dire que écrire, c'est souffrir parce que c'est trop simple, mais je pense que le désir de l'écriture part d'une souffrance qu'on ne sent peut-être pas tout de suite. L'écriture, c'est une sorte de refuge. Quand on y va, personne ne peut vous inquiéter. C'est vous qui créez ce monde parallèle. Tous les écrivains ont des doubles vies. Plus c'est noir et plus c'est difficile à dire, plus c'est agréable à écrire. Vous vous asseyez derrière un bureau et vous écrivez toute la journée. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre secret, c'est comme ça. Bonjour Tatiana de Rodin. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans le podcast Le Jardin. Et alors d'autant plus ravi que vous avez une double actualité peut-être. Une double actualité ? Double autour d'un film, autour d'une ressortie livre. Oui. Et surtout, vous avez un livre avec 2 titres. Ça, j'aimerais que vous nous parliez de ça. Alors ça, c'est compliqué, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. On va revenir un peu en arrière plutôt. J'ai donc publié Les Fleurs de l'ombre en 2020, vous vous rendez compte, il y a 5 ans. Et on va revenir sur cette date parce que oui, on va ça revenir sur m'intéresse cette date. Et puis, le très talentueux Yann Gosselin, réalisateur, a acheté les droits du film très rapidement après la sortie, en 2020. Je dirais même assez instantanément. Il a mouliné sur son scénario. J'ai vu passer à droite, à gauche des versions un peu différentes, mais ce n'est pas la première fois que je suis adaptée, donc je laisse toujours une grande liberté au réalisateur. Et puis, il m'a appris peu avant la sortie du film que finalement le film allait s'appeler Dalloway. Alors au début, j'étais un peu triste, et puis finalement je me suis dit mais c'est pas si mal, parce que ça trouve écho dans mon livre, on pourra peut-être en parler d'ailleurs. Et donc du coup, les éditions Pocket ont ressorti cette édition que vous avez là, avec la très belle affiche avec Cécile de France et Dalloway. Mais il y a écrit derrière, si vous regardez bien, ce livre a précédemment paru sous le titre Les Fleurs de l'ombre. Donc je pense que les lecteurs ne vont pas être trop paumés. Mais oui, vous avez raison, c'est une renaissance d'un livre avec un autre titre et ça ne m'est jamais arrivé. Oui, merci. C'était ma question. Est-ce que ça t'était déjà arrivé? C'est rare. Mais moi j'ai bien aimé cette double Alors le seul problème, connaissance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est adapté d'un livre, parce que je ne fais pas forcément partie de toute la promotion, ce qui est normal. Après tout, on ne va pas demander à l'auteur d'être là en permanence. Et donc, comme il y a eu pas mal d'émissions, il y a eu beaucoup d'avant-premières où je n'étais pas, certains lecteurs m'ont écrit sur les réseaux sociaux en disant « mais c'est bizarre !» Il y a un film qui ressemble tellement à votre livre, à celui qu'on a lu il y a 5 ans. Et je leur dis, oui, c'est Les Fleurs de l'ombre qui s'appelle Dalloway. Ah bon, les gens sont parfois un peu paumés. Ça, j'avoue qu'il y a encore là, à la veille de la sortie du film, certains lecteurs sont un peu paumés. Alors ceux qui ne me connaissent pas, ou ceux qui ne savent pas que c'est une adaptation, s'en fichent. Mais certains lecteurs sont un peu paumés, je ne vous cache pas. Alors moi j'ai envie de dire aux lecteurs et aux lectrices du livre, connaissent déjà le livre, d'aller voir le film parce qu'il y a de subtiles différences, oui. Et il y a même des grosses différences que je ne vais certainement pas donner au podcast. Je veux pas trop qu'on parle même de l'intrigue. Oui. On va bien évidemment donner des éléments forts, mais je vais laisser les gens découvrir parce que tout repose quand même sur un fort suspense, sur une ambiance qui s'installe, etc. Donc on va pas forcément parler de l'intrigue, mais on va parler de toutes les choses pour comprendre bien entendu de quoi il s'agit. Et c'est vrai que le film, l'adaptation, j'ai été surpris de noter les différences. Donc c'est complémentaire finalement, on peut tout à fait voir les deux. La première fois qu'un de mes livres a été adapté, c'était en 2007. C'était Elle s'appelait Sarah, qui est devenu un film qui est sorti en 2010 ou 2011. Gilles Paquet-Brenner. Lui, il était resté assez fidèle au livre. Après, il y a eu Mocha, Boomerang, Spirale. Donc ça, c'est le 5e. Pour Boomerang et Mocha, il y a eu énormément de changements. Donc, moi, ça m'a choqué sur le scénario quand je l'ai lu.
Mais après, quand j'ai découvert le film, et c'est ça qui est le plus important, je trouve, c'est que ça fait un très bon film. Et donc je pense qu'à un moment, l'auteur doit se détacher, un peu comme laisser partir son enfant ou enlever la laisse de son chien. Il faut se dire que finalement un film, quand il est adapté d'un livre, il partage le même ADN. C'est comme si on avait fait des enfants ensemble. J'ai donné quelque chose, j'ai transmis quelque chose, une petite graine qui a poussé, et le réalisateur, il en fait autre chose. Et je trouve qu'un copier-coller d'un livre, ce n'est pas une bonne idée, parce que je pense que le réalisateur doit y mettre sa patte. C'est ça. Mais pour revenir à Dalloway, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui, j'ai trouvé que dès les premières images de ce film vraiment assez extraordinaire, on est complètement dans l'ambiance de mon livre. Oui. Donc je n'ai pas été dépaysée et j'ai vu les changements. De toute façon, j'étais au courant dès le départ. Mais je trouve que c'est une réussite et parfois les écrivains ne sont pas contents de l'adaptation, mais moi oui. Effectivement, vous avez dit Dalloway, il y a quand même un rapport très fort avec le titre initial Les Fleurs de l'ombre, puisque Mrs. Dalloway, c'est évidemment le grand roman, un des grands romans, peut-être le chef-d'œuvre de Virginia Woolf. Et Les Fleurs de l'ombre, c'est une citation tirée de Mrs. Dalloway. Exactement. Justement. Tirée de Mrs. Dalloway. Et quand je cherchais le titre du livre, je me suis tombée sur cette citation où Virginia Woolf décrit Clarissa Dalloway, donc, qui attend un coup de fil et qui est vexée de ne pas être invitée au même dîner qu'une dame très chic. Et les fleurs de l'ombre, telles que le décrivent Virginia Woolf, c'est la naissance d'une paranoïa, en fait. Flowers of darkness they were. C'était des fleurs de l'ombre. Merci, parce que je me demandais... Parce que ombre, je me disais, est-ce que c'est ombre? Flowers of darkness. Ça, c'est darkness, voilà. C'est plus fort. Et d'ailleurs, c'est le titre aussi en anglais, puisque j'ai écrit ce livre également en anglais, simultanément. Donc je remercie Virginia Woolf parce qu'elle m'a trouvé le titre de ce roman. Et en même temps, j'accepte ce changement parce qu'il est question de Virginia Woolf. Il est aussi question d'elle dans le livre que dans le film. Donc vous voyez, il y a des passerelles quand même qui restent bien en place et que j'aime bien. Et alors en plus, là, vous venez de dire le mot paranoïa. Et alors, j'aime beaucoup ce jeu graphique finalement, alors, je vais décrire, puisque sur le livre, il est écrit quand commence la paranoïa. Mais oui, comme ça. C'est bien vu. Hein. Et je trouve que c'est très très bien vu, puisque c'est exactement, c'est un des sujets, il y a beaucoup de sujets dans le livre, mais notamment évidemment celui-ci est central. Et voilà, ça y est, nous allons révéler une des clés du livre, bien entendu, c'est les problèmes posés par l'intelligence artificielle. Et alors je reviens sur la date, parce que 2020, mais voilà. Bravo. Alors attendez, j'ai écrit le livre en 2019. Oui. Donc nous sommes avant ChatGPT. Tout à fait. Mais nous avions déjà les chatbots, nous avions déjà Siri, et nous avions déjà les inquiétudes que nous avons encore plus aujourd'hui. Quand je dis nous, je parle de nous les artistes, puisqu'il est question vraiment de ça. Yann Gosselin, il a juste poussé le curseur un tout petit peu plus loin dans la paranoïa de cette écrivaine, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes tous devenus très parano. Autant les musiciens, les photographes, nous avons tous maintenant une crainte concernant l'IA, comment elle va envahir non seulement nos vies intimes, telles que c'est décrit dans ce livre et dans ce film, mais aussi notre créativité. Et moi, c'était ça qui m'obsédait dans mon livre. C'était la première fois aussi que je parlais du futur. Dans la plupart de mes livres, je parle du passé. Et là, nous sommes à peu près en 2037. Je ne donne pas la date, je laisse mon lecteur calculer. On va dire, c'est 10 ou 15 ans après les JO. Les JO étaient en 2024. Et donc, en fait, ce qui est très étrange, c'est que la plupart des choses que j'ai mises en scène en 2019 dans ce livre sont arrivées plus vite que prévu. Les drones qui viennent livrer chez vous, l'IA qui s'infiltre chez vous, qui vous écoute, qui prend
on va dire, le pas sur votre intimité, qui vous suggère des achats, des choses, etc. Donc en fait, c'est presque comme si j'avais mis en scène ce qui est déjà en train de se passer, sauf que dans mon livre, c'était plus lointain, et maintenant, eh bien c'est maintenant. Mais il y a un élément quand même, il faut le dire, qui n'est pas dans le film, et qui est dans le livre, et d'ailleurs je pense que Yann Gosselin a peut-être beaucoup hésité à mettre, on ne va pas en dire trop, mais il y a un moment où mon héroïne Clarissa va découvrir que son mari a une double vie. Et son mari a une double vie, pas avec quelque chose de humain. Voilà, je laisse. Oui, non, ça c'est très fort. Je referme la parenthèse. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais c'est très important de le citer parce que, d'abord, en 2019, cela existait déjà, ce marché-là. Ça existe encore plus aujourd'hui. C'est très angoissant, très inquiétant. Et ça fait partie des... Bon, c'est un livre assez noir et c'est un film assez noir, on est d'accord, mais ça fait partie des, on va dire, des grandes craintes de tout ce qui concerne notre intimité sexuelle, physique, morale, mentale, tout ce qui touche à notre corps, en fait, devient une menace, et c'est ça que j'ai voulu explorer, sans savoir que ça allait venir aussi vite. Et alors, je suis obligé, parce que vous avez mentionné le mot futurologie, je suis obligé de faire référence à votre père, d'autant plus d'ailleurs, ce livre lui est dédié. Voilà, vous lui dédiez Oui. ce livre. Et c'est vrai que, alors moi j'ai travaillé un peu avant beaucoup d'ailleurs, dans l'édition de vulgarisation scientifique ou de sciences populaires, comme diraient nos amis d'outre-Manche. Et donc votre père, effectivement, Joël Delrenet, est très célèbre pour ses livres, pas d'anticipation, on appelle ça pas comme ça, de futurologie c'est plutôt. Ça. Et je me suis dit, oui, vraiment là vous avez capté le sens, oui, du futur. Voilà, sauf que je l'ai romancé, bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, hein. Je n'ai pas suivi les pas de mon père, mais c'est vrai que c'est un livre qui comme je l'ai dit il y a quelques instants, braque un projecteur sur tout ce qui pourra empiéter de plus en plus sur nous. Et en fait, Yann Gosselin, il va plus loin que moi, en fait. On va pas évidemment tout dévoiler. Moi, j'avais fait une fin un peu ouverte pour que cette pauvre Clarissa puisse un peu respirer. Figurez-vous que beaucoup de lecteurs m'ont reproché cette fin ouverte en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais on veut savoir. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Et je réponds à ces lecteurs frustrés. D'abord, je n'en sais rien. J'écris sur le futur. J'espère que Clarissa va s'en tirer. J'espère que Clarissa va trouver un refuge quelque part. Dans le film, j'en dirai pas plus non plus. C'est une autre histoire. C'est le choix d'Yann Gosselin qui, lui, est allé vraiment dans le noir. Un peu comme dans Boîte Noire, un de ses autres films. C'est très difficile, quand on écrit sur le futur, de pouvoir donner toutes les clés au lecteur. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je le ferais ? Je pense que le lecteur est assez grand ou assez grande pour réfléchir par lui-même, par elle-même, sur les thèmes que je mets en friche pour qu'on puisse réfléchir ensemble, mais de façon évidemment romanesque, sur les dangers de l'IA. Je reviens un petit peu en arrière également sur Virginia Woolf. Alors, on a dit Clarissa, effectivement, l'héroïne s'appelle Clarissa, et Clarissa, c'est également le prénom, vous l'avez aussi mentionné, de Mrs. Dalloway. Et elle s'appelle Catsef. Et donc ça, c'est le nom de famille de Romain Gary. Oui. Je vous ai bien lu. Vous avez tout bien lu. Donc ce qui m'amène effectivement à plusieurs parrains de ce livre, parce que vous parlez de création littéraire. Un des thèmes, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, avec une vision critique, ou en tout cas, on se méfie. Et un thème aussi très important, bien sûr, c'est la création littéraire. Le personnage central est une autrice, et puis donc des références à Virginia Woolf et à Romain Gary. Et alors, pourquoi ces deux-là particulièrement ? Alors, d'abord, quand j'ai imaginé le personnage de Clarissa, d'abord, Clarissa Catsef n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. Et on ne sait pas comment elle s'appelle, d'ailleurs. Même moi, je ne le sais pas. Son père l'appelle de temps en temps par son vrai nom, mais je ne le dis pas dans le livre. Et donc, du coup, elle a choisi ce pseudo en hommage à ces deux grands écrivains qu'elle aime. Clarissa, dans mon livre, était géomètre.
Elle est, comme moi, une obsédée des lieux. C'est quelqu'un qui mesure les lieux, et moi, j'ai toujours eu besoin de les observer, de les jauger dans mes livres. Il y a toujours une maison dans mes livres. Peut-être parce que, pour moi, la mémoire des murs est fascinante. Si on écoute les murs, ils ont sûrement plein de choses à dire. Et il y a une raison aussi un peu plus morbide dans l'histoire, on va dire macabre, c'est que ce sont 2 auteurs qui se sont suicidés, comme nous le savons. Malheureusement, Virginia Woolf s'est noyée dans la rivière en bas de sa maison, près de Brighton, et Romain Gary s'est donné la mort rue du Bac. Et donc notre Clarissa romancière, qui a des idées un peu noires, parce qu'elle est fragile, pour des raisons qu'on découvrira, est obsédée par cette espèce de cadastre de l'intime, qui rappelle d'ailleurs un peu ce que disait Bachelard, hein, des lieux artistiques, comment les écrivains prennent possession des lieux, non seulement de façon physique, mais aussi de façon intellectuelle, c'est-à-dire que l'esprit d'un écrivain est finalement comme une maison. On peut imaginer que le grenier, c'est son cerveau, et tout ce qui est à la cave, c'est ce qu'on n'a pas trop envie de voir, mais il faut quand même ouvrir ses portes, parce que c'est les portes secrètes qui ouvrent à l'inspiration. Et donc Clarissa essaye d'écrire un livre sur, on va pas dire le suicide de ces 2 auteurs, parce que ça paraît vraiment, ça va donner envie à personne de lire le livre de Clarissa ni le mien, mais en tout cas, l'exploration des lieux d'habitation de ces 2 écrivains en particulier. D'ailleurs, je suis allée à Monk's House, j'ai réussi à voir l'appartement de Romain Gary derrière une porte dérobée rue du Bac. Si on s'approprie, si on arrive à pénétrer dans le territoire intime, l'endroit où l'écrivain dormait, écrivait, aimait et où il est mort, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'approprier un petit peu de ce qu'il était, de ce qu'elle a laissé? Et ça, c'est le but de Clarissa, c'est un peu mettre ses pas dans les pas de Virginia, dans les pas de Romain Gary, pour essayer de mieux comprendre non seulement leur vie, leur mort, leur œuvre, mais aussi leur inspiration. Et c'est vrai que ça résonne aussi avec ce qu'elle est en train de vivre, parce que alors là, il y a un lieu extraordinaire, cet appartement high-tech. La résidence Casa, si bien représentée dans le film de Yann Gosselin. C'est vraiment très remarquable. Oui, oui. Et là, je me suis dit, justement, les murs ont des oreilles et des yeux aussi. Mais c'était la première fois que j'appréhendais une maison hyper connectée dans un futur proche. Toutes les maisons auxquelles je me suis intéressée jusqu'ici, c'était des maisons anciennes ou des maisons qui avaient été détruites ou des maisons qui avaient des histoires à raconter. Et là, en fait, tout était moderne, complètement moderne. Clarissa est la première personne à vivre là, mais dans ce lieu, il y a quand même 2 êtres. Il y a le chat. On sent très vite que le chat est très angoissé par ce qui se passe dans cet appartement. Et puis, il y a la fameuse Dalloway, qui est l'assistante virtuelle. Je me suis beaucoup amusée en créant ce faux vrai personnage qui n'existe pas, mais qui va grignoter petit à petit sur son inspiration, son sommeil. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la paranoïa. On constate assez vite que l'entourage de Clarissa, son ex-mari, sa fille, on comprend assez vite qu'elle traîne des casseroles lourdes qui ne sont pas exactement les mêmes dans le film, mais qui ont attrait à la disparition d'un enfant. Donc on sent que Clarissa est très fragile. Et moi, comme Yann Gosselin, nous jouons en permanence avec vos nerfs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour vous donner des réponses, nous sommes là pour vous dire, mais au fond, est-ce que Clarissa est en train de se faire un film énorme, parce qu'après tout c'est son métier, hein, être romancière et inventer des histoires, ou est-ce qu'elle a raison, et est-ce que cet appartement, cette résidence Casa et cette terrifiante Docteur de Winter, jouée par Anna Mouglalis dans le film de Yann Gosselin, avec beaucoup de succès, oui, est-ce que finalement... tout ça est vrai ou pas. Et donc, c'est un pari, parce qu'effectivement, on ne donne pas toutes les réponses. Moi, j'ai mon idée, j'imagine que vous avez la vôtre. On pourra en parler quand le micro sera fermé. Mais
Moi, mon idée, c'était de bien faire gamberger mon lecteur et tout d'un coup lui faire dire, mais au fond, est-ce que je ne devrais pas me méfier de ChatGPT et mon téléphone portable, parce que ChatGPT, maintenant, est dans nos vies. Ah, là, on baigne dedans. Ouais. Et, je me suis demandé aussi si vous... Parce que vous, là, donc, Clarissa a des souffrances psychiques, Virginia Woolf également, Magali aussi, tous les écrivains, je pense. Oui, voilà. Est-ce que pour faire de la bonne littérature, il faut un petit peu, un peu souffrir? Mais vous savez quoi? C'est le thème du livre que je suis en train de terminer. Je suis en train d'écrire les dernières pages de ce livre et il est question, à un moment, c'est pas tout le roman, mais il est question d'une romancière qui a des idées assez noires, qui a des thèmes assez macabres, plus que moi encore. Et dans ses interviews, elle explique qu'il faut avoir quelque chose qui suinte à l'intérieur. Je suis un peu d'accord avec elle, vous la découvrirez l'année prochaine. Je pense honnêtement que si nous étions des personnes parfaitement équilibrées, parfaitement heureuses, avec des vies lisses, faciles, avec que des gens faciles et merveilleux autour de nous, avec un monde extraordinaire où tout se passait bien et que nous ne faisions jamais de cauchemars, que nous ne posions aucune question, nous ferions un autre métier. Moi, je serais peut-être, je ne sais pas, masseuse ou, je ne sais pas, peut-être conseiller bancaire, même si je suis nulle avec les chiffres. Je ferais peut-être que je ferais des podcasts comme vous, mais en tout cas, pour moi, je ne vais pas dire que écrire c'est souffrir parce que c'est trop simple, mais je pense que le désir de l'écriture part d'une souffrance qu'on ne sent peut-être pas tout de suite. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, donc vous voyez, je n'ai pas écrit parce que j'avais mal quelque part, mais je me rends compte maintenant rétrospectivement que l'écriture c'est une sorte de refuge, que quand on y va, personne ne peut vous embêter, personne ne peut vous inquiéter, c'est vous qui créez ce monde parallèle. Et donc en fait nous avons des doubles vies, tous les écrivains ont des doubles vies, la vie de tous les jours telle que vous me voyez là maintenant, une dame d'un certain âge, voilà, qui a l'air parfaitement normale, et en fait dans notre univers personnel à nous, eh bien c'est vraiment autre chose. C'est un autre monde. Souvent, en tout cas en ce qui me concerne moi, peut-être un peu noir, peut-être un peu angoissant, peut-être qui flirte avec des thèmes qui peuvent déranger. Et alors, je rebondis aussi sur un thème qu'on vient d'aborder, c'est le lieu. Oui. Et je me suis demandé, donc on peut parler d'un lieu un peu hanté, même si c'est pas alors il y a des fantômes intérieurs, mais aussi un lieu qui par de lui-même paraît habité. Et je me suis demandé si ça n'avait pas à voir aussi là, avec une autre de vos admirations, on va dire, c'est Daphné du Maurier et son Rebecca. Merci de revenir à elle. Elle aussi qui sera assez présente dans ce nouveau livre que je suis en train d'écrire, en tout cas ses thèmes. Daphné du Maurier m'a donné l'obsession des lieux dont je parlais tout à l'heure avec Rebecca justement, que j'ai lu très jeune, à l'âge de 12-13 ans, où Manderley, cette maison, est un personnage à part entière. Et évidemment la sinistre Mrs. Danvers, qui est la gouvernante du château, la sentinelle, la gardienne du temple de Rebecca. Daphné du Maurier m'a aussi inspirée, pas seulement pour les lieux. J'ai eu la chance d'avoir... on m'a demandé d'écrire sa biographie il y a peut-être 10 ans de cela déjà, maintenant, oui, 10 ans. Et donc je me suis penchée sur sa vie, je me suis rendue en Cornouailles, j'ai rencontré sa famille, j'ai percé, pas tous ses secrets j'imagine, mais certains de ses secrets. Elle disait dans ses notes, dans ses interviews, elle en donnait très peu, qu'écrire c'est aussi explorer une certaine noirceur et dire tout ce qu'on n'arrive pas à dire dans la vraie vie, et que plus c'est noir et plus c'est difficile à dire, plus c'est agréable à écrire. Elle avait aussi des thèmes très dérangeants. On a longtemps catalogué
Daphné du Maurier dans une catégorie de dames qui écrivent des romances, mais n'importe quoi. Les livres de Daphné du Maurier sont d'une noirceur effrayante. Ces nouvelles, je vous rappelle, ont donné naissance, Les Oiseaux, au film de Hitchcock. D'ailleurs, la nouvelle est encore pire que le film. Ah oui. Et donc, elle avait peut-être cet aspect assez joyeux dans la vraie vie vis-à-vis de ses enfants, de sa famille. Mais dans sa tête, dans cet endroit secret, c'était bien noir. Donc oui, Daphné du Maurier m'a beaucoup inspirée. C'est elle aussi qui m'a donné le goût des fameuses fins ouvertes. On est un peu pendu comme un cliffhanger. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle a terminé beaucoup de livres comme ça m'a beaucoup inspirée et ça agace beaucoup les lecteurs d'aujourd'hui. Je pense que les lecteurs d'avant, peut-être, étaient plus patients. Maintenant, il me semble que les lecteurs veulent des réponses à tout sur les réseaux sociaux, souvent en m'apostrophie. On me dit, mais enfin, mais ce livre, il n'y a pas de fin, vous nous laissez comme une queue de poisson, etc. Et je réponds patiemment, inlassablement, c'est à vous, chers lecteurs, de faire ce travail de suite. Moi, je n'ai pas la fin. Je n'ai pas le dernier mot. Imaginez ce qui pourrait se passer. C'est vrai, vous avez raison, il y a peut-être un nouveau mode d'écriture qui nous viendra peut-être des séries où on veut absolument tout. Ou peut-être les réseaux sociaux qui ont rendu le contact avec les auteurs plus facile, plus simple. C'est plus simple de rentrer en contact avec nous maintenant. On nous pose une question sur Instagram ou Facebook et voilà, on nous apostrophie. Alors je reviens en arrière, j'aime bien, je fais des boucles comme ça, mais on a commencé avec Les Fleurs de l'Ombre, puisque c'est quand même le titre, et on a dit qu'il y avait une citation, et j'aimerais bien, parce que elle est dans le livre, oui. Donc j'aimerais bien la lire, elle est très courte. Allez-y. Des moments comme celui-ci sont des bourgeons sur l'arbre de la vie, ce sont des fleurs de l'ombre. Ces fleurs de l'ombre, je me suis demandé aussi si c'était pas ce qui résistait à l'intelligence artificielle, justement, si c'était pas ça que... Vous voulez dire paranoïa des auteurs. Oui, mais vous voyez, j'aurais tendance à vous dire oui, moi, dans mon fort intérieur, mais quand on voit le film de Yann Gosselin, sans dévoiler évidemment ce qui va se passer, on se rend compte quand même que cette fameuse IA, en tout cas dans ce qu'il décrit lui, a une sacrée avance. Et à un moment dans le film, on rentre dans l'arrière-scène ou l'arrière-décor de ce qui se passe dans cette fameuse résidence Casa, qui est assez épouvantable. Donc j'aurais tendance à vous dire que pour le moment, nous créons, nous écrivons, et d'ailleurs j'ai interviewé Mylène Farmer qui joue cette voix récemment pour Le Parisien, et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Elle m'a dit, pour le moment, les lecteurs ou les personnes qui aiment nos chansons ou vos livres parce que c'est vous ou moi derrière. Mais qu'est-ce qui se passerait le jour où cette machine serait capable d'écrire exactement comme moi, ou de chanter, ou de composer exactement comme elle? Ça arrive, ça. C'est déjà presque là. Donc, c'est très tentant. Moi, j'ai fait des tests sur ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire comme moi, ou comme Zola, ou comme Daphné. Il le fait. Il est parfaitement capable de le faire. Alors après, vous pouvez rafistoler et mettre ce que vous voulez. Donc, c'est très angoissant. Et je me dis que je suis très contente d'avoir connu le bel âge de l'édition, au moment où tout ça n'existait pas, où c'était encore nous qui écrivions nos livres. Donc c'est encore nous qui allons rencontrer nos lecteurs dans les foires. Et je suis assez contente d'avoir la soixantaine et de me dire que je ne suis pas un jeune auteur confronté à ces problématiques, parce que je ne sais pas si j'aurai le courage de me heurter à ça et de me dire quelqu'un pourrait écrire mon livre encore... Enfin, une IA pourrait écrire mon livre encore mieux que moi. Et alors moi j'ai eu des suées froides récemment en lisant un article, toujours sur l'IA. Et là c'était pas au niveau de l'écriture, mais c'était au niveau de la lecture. Et cet article disait que aux États-Unis, puisque c'est souvent là qu'ils ont de l'avance par rapport un peu à nos sociétés, on dit que souvent ce qui arrive aux États-Unis nous arrive quelques années après.
Et donc l'article se penchait sur la lecture en université. Donc on pense évidemment que les universités sont protégées, que c'est là encore qu'on peut trouver des lecteurs. Eh bien pas du tout, parce que justement l'IA lit pour les étudiants. Et donc, et leur fait donc une espèce de résumé. C'est horrible. Et donc là il disait que la majorité des étudiants ne lisaient pas les livres. Ou des extraits bien sûr. Alors il y a cette... parce que dans les recherches, etc., il faut produire des textes, mais en fait, on se contente d'extraits et on se contente de résumés. Mais est-ce que vous vous souvenez, au début des Fleurs de l'ombre, il y a un passage où Clarissa se rend dans une librairie, et il y a tout un passage où elle se dit, mais au fond, qui lit aujourd'hui? Et puis personne ne lit. On en est déjà là, aujourd'hui. Les gens lisent moins, on le sait. Pourquoi? Parce qu'ils sont mangés, grignotés par les écrans de toutes sortes, je pense. Il faut toujours trouver du temps pour écrire, et il faut prendre le temps, et parfois on n'en a pas. Et lire un roman, ça demande une sorte d'investissement moral, intellectuel, qui est plus difficile que de se mettre devant une série ou d'écouter un excellent podcast, par exemple. Et donc, on est sur une sorte de crête d'une vague angoissante, c'est vrai. On ne sait pas très bien ce que vont devenir nos lecteurs. Est-ce qu'ils vont avoir encore envie de nous lire? Je vous donne une petite anecdote. Il y a des gens qui sont capables de faire la queue pendant 10, 20, 30, 40 minutes dans un salon du livre. Et une fois qu'ils arrivent devant vous, vous remarquez qu'ils n'ont pas de livre sur eux. Alors vous vous dites, ils ont peut-être des petits problèmes d'argent. C'est vrai qu'un livre, ça coûte cher, surtout un grand format. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, à votre avis, ces gens qui font la queue pendant 10, 15, 20, 30 minutes? Une dédicace? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous parlez? Un selfie. Un selfie, je suis bête. Ils veulent un selfie. Voilà, ils postent ça sur les réseaux, tous les auteurs qu'ils ont vus au salon du livre, dont ils ne lisent peut-être pas les livres, ou moins. Quand nous allons en librairie, là je parle pas seulement en mon nom, mais au nom de beaucoup de mes collègues et consoeurs, il y a du monde qui vient nous voir, nous écouter. Une fois, une lectrice m'a dit, c'est comme notre petite grande librairie à nous. Mais après, est-ce qu'ils achètent le livre? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins. Pareil, ils font la queue pour le selfie, ils vous bombardent de photos, ils vous écoutent religieusement, ils adorent ce que vous dites, mais après, ils achètent moins le livre. Et on constate ça d'année en année. Oui, c'est vrai que c'est une tendance. Alors peut-être que les jeunes femmes qui écrivent de la romance, ça marche très bien, peut-être que ça c'est autre chose. On m'a dit tu devrais écrire de la romance, Tatiana. Alors je me demanderais peut-être à ChatGPT de le faire, mais c'est pas encore prévu. C'est vrai, il y a des bulles, on peut appeler ça une bulle. Des niches. Pour nos lecteurs, voilà, il y a eu le manga aussi, même si oui. ça se tasse un petit peu. C'est vrai. Pas tout à fait le même genre. Bon, alors, on a déjà dit beaucoup de choses sur le livre, je ne voudrais pas qu'on s'avance trop dans l'intrigue. Et dans mon podcast, je parle beaucoup justement des relations des autrices et des auteurs avec leur éditeur. Donc ça m'intéresse aussi. Oh là là, c'est un sujet très tabou. Parce qu'on a parlé avec le scénariste, où oui. il nous avait dit liberté. Mais là, juste dans l'autre sens... C'est un sujet compliqué. Ah, c'est compliqué pour vous. On n'est pas obligé d'en oui. parler. Non, peut-être pas. Je vais vous dire, mais je pourrais peut-être vous dire pourquoi. Peut-être parce qu'avec les éditeurs, c'est souvent de l'affect qu'ils ont envers nous. On est un peu leur chose, en fait. Et c'est compliqué de se défaire de cet affect. Donc moi, je préfère des rapports peut-être un peu plus froids et professionnels et avoir un agent qui gère les avaloirs, les couvertures, les sorties, etc. Parce que on peut vite tomber dans quelque chose qui devient trop personnel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends bien. Et d'ailleurs,
je pense que c'est assez rare qu'un auteur, qu'une autrice reste avec la même maison d'édition toute sa vie. Moi, j'ai changé pas mal dans ma vie, j'ai eu plusieurs maisons d'édition. J'essaye de garder des bons rapports avec tout le monde. Ce n'est pas toujours facile parce que parfois on change et les gens sont tristes. Mais bon, c'est des choix de vie et c'est des choix aussi de vouloir peut-être qu'on ait un autre regard sur votre travail, de ne pas tomber dans une... En fait, c'est un peu comme un mariage. Je fais cette comparaison un peu osée, si vous me le permettez, mais parfois, un mariage, ça marche moins bien. Ça ronronne. Et donc, on vous regarde un peu de la même façon et vous avez peut-être quelque chose à dire et on ne vous écoute pas. So you have to move on. Voilà, comme dirait pudiquement Virginia Woolf. Et alors, je vais reformuler la question. On va oublier la relation vraiment personnelle avec l'éditrice, ou l'éditeur. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez laissé travailler les scénaristes. Mais quand quelqu'un vous donne un conseil sur votre écriture, sur votre manuscrit, alors comment vous prenez ces conseils-là du lecteur, on va dire, ou de la lectrice Alors attendez, vous voulez dire quelqu'un qui veut être édité et qui me donne son manuscrit? Non, pardon, sur les vôtres, sur votre manuscrit. Quelqu'un qui a un regard critique et qui vous dit « Ah tiens, moi j'aurais pu faire comme ça » Vous voulez dire avant parution? Avant parution. Alors, j'ai quelques lecteurs, lectrices, cobayes. D'accord. À qui je donne le manuscrit parfois en cours ou juste le début pour savoir si c'est en bonne voie. J'ai mon agent qui lit tout à fur et à mesure et j'ai une amie écrivaine que je peux citer qui s'appelle Gaëlle Nohan, qui est une amie, mais aussi on s'appelle sister writer, sœur d'écriture. Je lis ses livres au fur et à mesure, elle lit les miens. Ses commentaires sont toujours extrêmement précieux, extrêmement judicieux. J'essaye de faire les mêmes vis-à-vis d'elle. Maintenant, je vais vous dire, j'ai plusieurs années de route quand même. Ça fait 30-35 ans que je suis publiée. J'ai appris à ne pas donner le texte à quelqu'un qui pourrait me déstabiliser lorsqu'il est en écriture. Il y a aussi le problème de la famille. Votre famille, et ça tous les écrivains vous le diront, réagissent souvent très mal à vos textes. Donc il ne faut pas leur donner en cours, c'est l'horreur. Ils sont paniqués, et puis eux, ils ne voient que les petits indices personnels qui rapportent à vous. Ils n'arrivent pas à oublier que c'est leur fille, leur soeur, leur tante, leur mère qui a écrit ça. Donc je leur donne absolument pas avant, parce que j'ai fait cette bêtise une fois et c'était épouvantable. Ils m'ont fait des commentaires qui m'ont heurté, qui m'ont fait de la peine. De toute manière, c'est très difficile d'avoir un écrivain dans sa famille, vraiment. On en parle souvent entre nous, Il y a toujours un oncle, une tante, un père, une mère, une sœur qui ne comprend pas ce que vous avez voulu faire, ou alors qui pense que c'est pas un métier. C'est pas un vrai métier. Voilà, qu'on écrit la nuit, à l'allure d'une bougie, qui ne comprend pas que c'est, comme disait Stephen King, it's a full-time job. Vous essayez derrière un bureau et vous écrivez toute la journée. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre secret, c'est comme ça. Donc, donner à lire son livre à l'avance, c'est périlleux, il faut le mettre entre de bonnes mains. Et ensuite, les commentaires de l'agent, des personnes un peu proches, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas toujours d'accord, mais j'estime que ces retours sont précieux, que parfois il y a des choses que je n'ai pas vues moi, des répétitions, où j'ai mal développé un moment clé. Et d'ailleurs, c'est drôle que vous me posiez cette question, parce que j'arrive là à la fin de mon manuscrit, je suis vraiment dans les toutes dernières pages. Il me reste peut-être 5 pages à écrire de ce roman. Et là, je sais que je vais devoir le rendre assez vite à mon éditeur, à mon agent. Et même s'ils ont lu une grosse moitié, comme c'est un work in progress, c'est quelque chose que je retravaille en permanence, il y a des choses du début qui ont un peu changé, etc. Et donc, je vais vivre dans un inconfort total en attendant leur retour. Ça va être très difficile.
Mais c'est la vie, et c'est comme ça, et ça fait partie du métier. Du process. Exactement. Et alors, il y a un thème aussi qui est sous-jacent dans le livre, c'est le bilinguisme. Donc, vous êtes bilingue, bien sûr, de langue anglaise. Vous nous avez dit que vous avez écrit Les fleurs de langue dans les deux langues quasiment simultanément. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que l'un nourrit l'autre? Alors, ça a été un processus d'écriture absolument fascinant que je ne pensais jamais recommencer, tellement j'ai eu l'impression que ça a cramé mon cerveau. Mais je l'ai repris pour Poussière blonde et je l'ai repris pour le livre que je suis en train d'écrire. Pourquoi? Parce que quand on est parfaitement bilingue, je rappelle que j'ai donc grandi dans 2 langues dès ma naissance, anglais ma mère, français mon père. J'ai grandi aux États-Unis, j'ai fait mes études en Grande-Bretagne. Donc j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à choisir une langue d'écriture. Si je veux être parfaitement honnête avec vous, c'est venu d'abord en anglais. J'avais 10 ans, je vivais encore aux États-Unis. Ensuite, au moment de la première parution, ce n'était pas mon premier roman parce que j'en avais écrit plein, mais ils sont tous dans un carton dans ma cave. Mais celui-là a été publié pour la première fois, j'avais à peine 30 ans, il était en français. J'ai continué en français, peut-être parce que je venais de rencontrer mon mari qui est français. Voilà, peut-être, je ne sais pas, j'essaye de trouver une raison. Et puis ensuite, l'anglais est revenu frapper à ma porte avec Elle s'appelait Sarah. Et là, on m'a dit, vous ne pourrez pas vous traduire vous-même. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai accepté j'ai été très sage. Et vous savez, ce qui est formidable avec la soixantaine, c'est que finalement, on emmerde des autres. On se connaît. On sait dire non ou oui. Et donc, je me suis laissée traduire. J'ai écrit toute une série de livres en anglais qui ont été traduits par d'autres traducteurs avec qui je ne travaillais pas beaucoup. Et ça a toujours été très disturbing, dérangeant de voir arriver ce texte en français que je n'avais pas écrit. Et ça a continué pendant un long moment jusqu'à ce que Les fleurs de l'ombre toquent à la porte également. Donc 2019, mon héroïne est bilingue. Et là, je me souviens très bien, je me suis dit que d'habitude, quand je commence un livre, imaginez que je commence en anglais, et puis il y a la partie française qui dit « Oh non, pourquoi ?» et vice-versa. Et là, je me souviens très bien, je me suis dit « Je vais faire un test. Je vais ouvrir 2 pages sur mon ordinateur et je vais me lancer dans une langue sans faire attention à la langue elle-même. Je vais commencer à écrire et puis je vais tout de suite l'adapter. Et je vais continuer comme ça de l'un à l'autre. Vous suivez ? Donc j'ai commencé dans une langue. Je suis incapable de vous dire dans quelle langue j'ai commencé ce livre, puisque tous les paragraphes, je changeais de langue et ensuite j'auto-adaptais immédiatement. Et en adaptant d'une langue à l'autre, je me rendais compte que ben non, finalement, ce n'était pas exactement ce que je voulais dire. Donc je rafistolais en permanence. Et d'ailleurs, Clarissa décrit ce processus d'écriture dans ce livre. Je pensais en toute honnêteté ne pas le poursuivre. J'ai même écrit plusieurs livres en français. Et puis, pour Poussière blonde, qui se passe aux États-Unis avec une héroïne française, là, je me suis retrouvée face à cette problématique et je me suis dit, allez, tu sais le faire, tu l'as déjà fait, tu recommences. Et maintenant, je ne peux plus faire autrement. Je suis devenue comme une voiture hybride. Vous êtes devenue Clarissa. En fait, j'ai toujours été Clarissa. Et donc, mes amis écrivains me regardent avec les yeux ronds. Ils me disent, mais c'est pas possible, mais comment tu fais? On ne peut avoir qu'une langue d'écriture. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que les cerveaux bilingues ont la chance d'avoir 2 langues. Je ne vous dis pas que je vais tout le temps suivre ce chemin-là pour le reste de ma vie, mais en tout cas, c'est une expérience linguistique, intellectuelle, littéraire qui me plaît. Et donc je continue à... Et parfois même, quand je suis dans une scène, et ça bloque, je change de langue, et hop, ça repart. C'est complètement fou. Je vois que vous me regardez avec un air un peu éberlué. C'est passionnant.
J'ai promis de vous libérer pas trop tard et le temps tourne. Quel dommage! Non, j'aurais bien aimé continuer, mais... On continue 5 minutes. On va s'arrêter pour en plus laisser encore une fois nos auditrices, nos auditeurs, nos lectrices, nos lecteurs, tous ces gens qui vont se précipiter pour lire le livre et voir le film. J'espère. Et découvrir, je pense qu'ils auront découvert à travers notre conversation qu'il y a beaucoup de thèmes dans le livre qui ne sont pas dans le film. Et c'est toujours le cas. Et vice-versa, il y a une imagerie, on va dire, je dirais ça comme ça, dans le film qui n'est pas tout à fait non plus la même que celle... moi, j'ai vu des images, j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il avait créé comme univers. Très. Mais je ne sais pas ce que j'avais forcément imaginé en lisant le livre. Donc voilà, bref, allez-y, lisez, allez au cinéma. Je vous remercie beaucoup, Tatiana. Mais c'est moi qui vous remercie pour la pertinence de vos questions. Et puis à bientôt. À bientôt pour le prochain livre. Avec plaisir. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.